Le mauvais côté, c'est l'égocentrisme qui peut être excessif des sportifs de haut niveau. Qui est à la fois leur force, parce que l'égocentrisme, indispensable, penser à soi avant de penser aux autres quand tu vas être champion olympique, c'est automatique. Tu te prends 10 portes, peut-être que la 11e sera bon. Pendant 8 ans, j'ai passé 100 jours par an chez moi. Tu veux vendre des crypto-monnaies à des retraités sur TikTok. Non mais tu vois. Non mais oui, c'est vrai. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux insister. Il n'y a pas de retraités sur TikTok qui veulent acheter des NFT. Bienvenue Olivier, bienvenue sur ce podcast. C'est un plaisir de te recevoir ici. J'ai beaucoup de questions avec ton palmarès à te poser. Je te laisse te présenter un petit peu plus pour les personnes qui ne te connaissent pas. Bonjour Alex, merci pour l'invitation. Je m'appelle Olivier Bollier, j'ai 46 ans. Je suis préparateur physique depuis un peu plus de 20 ans. Aux Jeux Olympiques de Paris, j'aurai la chance d'avoir ma 32e athlète sélectionnée aux Jeux Olympiques. Okay. Sur 7 Jeux Olympiques, 5 Jeux d'hiver et 2 Jeux d'été. En parallèle de ça, qui est maintenant devenu mon activité principale, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Mon but, c'est de vulgariser le plus possible les sciences du sport et faire de la formation à destination des passionnés d'entraînement, des coachs, de tous les gens qui ont envie de mieux comprendre comment progresser physiquement. Ok. T'es diplômé en docteur en sciences du sport, c'est ça ? Oui, j'ai un doctorat en sciences du sport. Oui. Ok. Ça se passe comment pour obtenir ce diplôme ? Ça se passe durement et longuement. Okay. C'est un diplôme de niveau Bac plus 8. C'est-à-dire que t'as ta licence, après t'as un master, Bac plus 5, et après tu reprends minimum 3 ans encore, tu fais une thèse de doctorat. Ok. Qui est normalement une activité que tu fais à temps plein, normalement. Et tu soutiens une thèse de doctorat qui est comme un gros livre. Okay. Un gros boulot. T'es chercheur, quoi. Okay. Chercheur au sens propre du terme. Et après, t'essayes d'avoir un job d'enseignant-chercheur dans les facs. C'est extrêmement compliqué. Ouais, je pense que ça doit être beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot et puis très peu d'employabilité. Ouais. Très peu. Très peu derrière. Très peu. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Ouais. Et ça me revient sur la question où tu as écrit 4 livres sur la préparation physique. D'où l'issue du doctorat ou pas du tout? Il n'y a aucun rapport. Moi, ouais. Quand j'ai fait un doctorat, c'est antérieur à tout ça, quoi. C'est déjà vieux, il y a longtemps. Et c'est antérieur à ma carrière de prépa physique, quoi. À la fin du doctorat, je me suis vite rendu compte, même avant la fin de mes études, je me suis rendu compte que la recherche scientifique, j'en ferais pas mon métier pour 2 raisons. La première, c'est que j'aurais fait un chercheur médiocre. En toute honnêteté, il faut savoir où on en est dans la vie. Pourtant, au niveau de tes contenus, c'est assez carré. Enfin, en tout cas, pour le commun des mortels, je trouve ça carré. Pour le commun des mortels, c'est effectivement carré. Dans le monde de la recherche, c'est autre chose. Tu vois, c'est un autre public. Okay. C'est un autre métier. Ça n'a rien à voir. Donc, j'aurais fait un chercheur médiocre, d'une part. Et surtout, j'y voyais pas j'avais pas la foi pour consacrer ma vie à faire des études sur des sujets hyper pointus pour des résultats qui sont difficiles à extrapoler parce que par essence la recherche elle est difficile à universaliser, tu vois. Mm-hmm. Moi mon but, j'étais entraîneur déjà à l'époque, mon but c'était de faire progresser les athlètes mais au quotidien vraiment tout de suite, quoi. Et ça, pour faire ça il faut être entraîneur. Donc une fois mon doctorat terminé, j'ai continué et j'ai essayé de me professionnaliser parce que avant j'étais entraîneur amateur et quand j'ai terminé mes études, il a fallu passer à la vitesse supérieure et je me suis lancé à fond dans la prépa physique, mais c'était il y a 25 ans, quoi. Donc c'était une autre époque. Ouais, et du coup la prépa physique c'était pas connu du tout. Alors c'était connu mais infiniment moins que maintenant. Ouais. En fait, il y a 25 ans ou 20 ans, si tu veux, tout le monde plus ou moins faisait de la prépa physique, je dis plus ou moins, tandis que maintenant c'est tout le monde. Ouais. Tu vois, il y a personne qui va te dire la prépa physique ça sert à rien. Enfin, non, c'est vrai que c'est devenu incontournable les athlètes de haut niveau. Et tu vois maintenant c'est la prépa mentale qui est devenue certains en font, d'autres pas. Okay. Mais tu vois la prépa physique il y a 20 ans c'était ça. Tout le monde en faisait un peu ou pas, mais enfin bref, il y avait, tu vois, on sentait qu'il y avait quelque chose. Mm-hmm. Mais il y a 20 ans, il fallait encore dans certains sports convaincre le staff, convaincre les athlètes que faire de la muscu ça pouvait les aider à courir plus vite, quoi, tu vois. Ouais, exactement. On en était là. Pas dans tous les sports. Ouais, je vois. Il y a des sports comme l'athlé où ils faisaient de la muscu déjà depuis des années et des années, quoi.
Dans les sports co, c'était moins évident. Il y avait plein de sports où il fallait encore convaincre. Donc, tu vois, d'un côté, il y avait beaucoup plus d'options de développement. Ouais. Mais, en parallèle, il y avait moins de gens motivés pour te payer pour ça. Donc, maintenant, tout le monde est d'accord, mais il y a un nombre d'étudiants diplômés qui est délirant. Ouais, il y a beaucoup de... Délirant. Au niveau de l'offre et de la demande, c'est compliqué. C'est disproportionné, quoi. Ouais, je vois. Nous, on avait moins ce problème. On avait moins de clients. Ouais, logique. Donc, je sais pas. Je pense que c'était plus facile quand même, en valeur absolue. Mais bon, chaque époque, ses problèmes, quoi. Ouais, je vois. Parce que vu que moi, je suis coach sportif, comme je te disais, j'avais hésité un moment à me lancer dans la prépa physique, mais j'ai laissé tomber. En fait, je me suis dit, les places, elles sont trop chères. Je voyais des préparateurs physiques arriver dans les salles de sport qui faisaient le même métier que moi, alors que j'avais le même diplôme. Enfin, j'avais un diplôme BPGEPS et pas du tout cursus universitaire. Donc c'est vrai qu'après, les questions, elles sont vite faites là-dessus. Ouais, faut vraiment avoir la vocation. À l'heure actuelle, en 2023, être prépa physique d'athlète de haut niveau, ça fait rêver beaucoup de gens. Les gens qui en vivent décemment, tu vois, parce que tu vois, il y a beaucoup de prépa physique. Si tu veux, dans les équipes de rugby de Fédéral 3, ils leur donnent quelques centaines d'euros en frais de déplacement. Ouais, c'est ce que je voyais un petit peu. C'est la dèche, quoi. Ouais. En fait, t'as le très haut niveau, où là, le très haut niveau, c'est le très haut niveau. Tu gagnes bien ta vie tu gagnes ta vie et il se passe des choses. Puis ça descend, disons, à une vitesse, et même encore, tu te dis, ils sont à bon niveau, ces sportifs-là, mais en fait, ils sont tellement loin du top mondial qu'en fait, ça descend, quoi. C'est un peu comme ce que gagne, si tu veux, Teddy Riner, le meilleur du monde, et puis ce que gagne le 10e français, quoi. Ouais, je vois tout à fait. Et donc, tu te dis, il est super fort, le 10e français, mais ça se trouve, il a des difficultés à joindre les deux bouts, quoi. Ouais, où il gagne juste sa vie, quoi. Mais le champion olympique, lui, il gagne. Mais c'est les gros problèmes du sport, en général. C'est stratifié avec des strates qui descendent hyper vite. Et pour le staff, c'est pareil, quoi. Ouais. Surtout que tu fais plus partie de l'équipe autour du sportif, donc forcément, l'argent, elle est moins dispatchée, entre guillemets. Bien sûr. C'est logique, c'est plus divisé, ouais. Et ma question, c'est avant d'être préparateur physique, du coup, tu étais préparateur physique à l'âge de... Avant, moi, j'étais athlète. Je me suis blessé grièvement, athlète en athlétisme. Ok. Je suis blessé grièvement et je suis passé entraîneur d'athlétisme de lancer tout de suite derrière parce que moi, j'ai toujours eu autant la passion d'entraîner que de m'entraîner. Ok. Donc, c'était naturel, tu vois, pour remplacer ma carrière qui a été un peu brisée de bonheur. Je suis passé entraîneur d'athlétisme de lancer. Et qui dit entraîneur de lancer dit spécialiste en musculation. Parce que, forcément. Tu vois, quand tu dois jeter un poids de 7 kilos à 15 mètres, 17 mètres ou 20 mètres, tu vois, tu fais pas que regarder les poids, tu les soulèves aussi. T'es obligé. Donc, on est naturellement spécialiste de musculation et puis en athlétisme, on était quand même fort en travail de pied, tous ces problématiques de course, quoi. Donc, tout naturellement, je suis passé de entraîneur d'athlète à préparateur physique. Ouais. Pas dans l'athlète, parce qu'à l'époque, c'était compliqué de gagner sa vie. Je suis parti dans les sports de glace, un peu par des concours de circonstances. J'ai fait une grosse partie de ma carrière dans les sports d'hiver. Ok. Ouais, donc pour retracer ton parcours, comme on le disait tout à l'heure, il y a des personnes qui vivent pas forcément de la prépa physique ou du coaching sportif, ou en tout cas même dans les milieux du sport en général. Donc toi, t'as fait comment pour en vivre justement jusqu'à atteindre ton statut de préparateur physique? En fait, ma première grosse opportunité professionnelle, elle était dans le patinage artistique. À Lyon, il y avait à l'époque un pôle France très performant au niveau mondial dans la patinoire Charlemagne. Ok. Où il y avait à l'époque peut-être 3 couples en patinage, en danse sur glace, 3 couples dans le top 10 mondial, tu vois. Okay. C'était le plus grand centre du monde à l'époque. Et pour la première fois, ils faisaient leur camp d'été, parce qu'ils font un camp d'été de 2 mois, tu vois, où ils s'entraînent 2 fois par jour. Ils s'entraînent beaucoup dans les sports artistiques, contrairement à ce qu'on imagine. Ouais. Ils s'entraînent énormément. Donc ils faisaient un camp d'été. Les personnes pensent toujours que... c'est de la rigolade. Ouais, voilà, c'est ça. Ils s'entraînent énormément. Tu vois, c'est plus sur du 2 fois par jour que sur du 1 fois par jour. Ok. Donc ils faisaient leur camp d'été pour la première fois à Lyon. Avant, ils le faisaient pas à Lyon. Et donc ils recherchaient pour les 2 mois un prépa physique pour s'occuper du groupe, du pôle. Et juste, excuse-moi, pour retracer, là, tu étais encore sur le stade d'entraîneur en athlète. Je venais de terminer ma thèse de doctorat. Ok. Et je savais que j'allais pas continuer dans la recherche. Okay. Et j'étais encore dans l'athlétisme. Ok. Oui, donc tu vivais exclusivement que du statut d'entraîneur ou pas du tout? Je vivais encore de mon salaire que j'avais en tant que apprenti chercheur. Ok. Tu vois, non, mais c'est intéressant de savoir. Bien sûr. Okay. Donc je vivais de rien du tout au niveau sportif. Je vivotais, quoi.
Ouais. J'étais dans le cas de figure que je décrivais tout à l'heure, quoi. J'ai gagné un petit peu de sous, mais enfin rien de viable. Mais pour moi c'est de là où tout part, tu vois, pour le développement et ce que tu vas faire après. Donc c'est vraiment ultra. Il y a le moment où il y a un carrefour qui s'est produit. À ce moment-là, donc j'apprends qu'il cherche quelqu'un. Je me présente et je présente le projet que je voulais venir, ce que je voulais développer. Je suis pas arrivé les mains dans les poches, quoi. Ouais, forcément. Ça c'est un bon conseil aussi, quoi. Quand on veut quelque chose, faut vraiment montrer sa détermination, quoi, d'une façon ou d'une autre, et travailler et puis arriver avec un truc sérieux. Si c'est trop sérieux, mieux vaut que ça soit trop sérieux et trop scolaire et trop ci et trop ça que pas assez, quoi. Ouais, on est d'accord. Parce que les gens ils vont dire ouais, calme-toi, mais ils seront quand même contents que tu montres ta détermination, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a même beaucoup de personnes des fois quand ils savent ce que tu viens de dire et qui ont besoin de main d'œuvre ou d'autres. En général, ils testent un petit peu comme ça les personnes. S'ils voient que la personne elle revient petit à petit, forcément au bout d'un moment elle va. Ouais, c'est un bon conseil à donner, surtout à la nouvelle génération, sans tomber dans le cliché de la nouvelle génération. Ils ont pas de volonté. Je pense pas que ça soit vrai, mais il y a ce côté quand même de consommation très rapide qui me donne l'impression un peu que ça manque un peu des fois de persévérance. Et je pense que c'est un bon conseil à donner aux jeunes. Ouais, soyez relou, mais dans le sens insistez beaucoup. C'est toujours, dans le pire des cas, on vous répondra pas, on vous dira va te faire cuire un œuf, mais c'est pas méchant, quoi. Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, moi rien de plus grave. Ouais, c'est ça. Moi, le premier, quand j'entreprends des choses, tu te prends 10 portes, peut-être que la 11e sera bon. Il y a rien de moins grave, quoi. Par contre, si t'es pas relou en insistant trop, là, tu prends un risque, parce que de toute façon, tu vas pas déranger les gens, mais normal, parce qu'ils savent pas que t'existes, quoi. Exactement. Donc, un bon conseil, c'est d'être un peu persévérant. Dans le pire des cas, les gens, ils vous mettront de côté, mais au moins, ils auront entendu parler de vous comme quelqu'un. Ah, bah, lui, il est têtu, quoi. Il est têtu, il est déterminé. Moi, je trouve ça bien. Ouais. Plutôt qu'un mec qui veut pas déranger, mais finalement qui te dérange tellement pas que tu sais pas qu'il est là, quoi. Ouais, c'est le problème de quand. Après, en général, il y a des personnes au bout d'un moment, elles passent vraiment le cap si elles ont vraiment envie de faire ça, mais c'est vrai que des fois, les gens restent bloqués à ces étapes, enfin juste à ces étapes malheureusement. Okay. Ça, c'est un bon conseil à donner. Donc j'arrive, je me présente, je présente mon projet, ça fonctionne. Donc ils m'embauchent pour 2 mois. Et je vous disais, il y avait 3 des 10 meilleurs couples au monde qui s'entraînaient là. Ça se passe tellement bien à ce moment-là que pendant le stage, le meilleur couple français de l'époque me demande si je veux gérer leur prépa physique à titre individuel toute l'année. Sur ce club. Enfin, sur le dans ce pôle là-bas. Ouais. Et bien sûr, j'accepte. Donc à la fin du stage, je reste un petit peu là. Bon, moi j'étais lyonnais, donc c'est pas très dur. Hein. Ouais. Je reste là et je suis rémunéré en direct par ce couple-là. Donc c'est l'année où ils explosent. Ils passent de 10-12e mondial, je crois, à 5e mondial. Et à ce moment-là, ils me mettent énormément en avant, quoi. Ok. Ils ont beaucoup apprécié ce qu'on avait fait cette première année. Et tout le monde me met en avant. Et du coup, c'est à ce moment-là que tout bascule. Parce que quand les meilleurs coupes du monde te disent ce mec-là, il est fort, bah, le deuxième meilleur coupe du monde, il veut le même entraîneur. Et voilà. Donc à ce moment-là, ma carrière se lance et je reste 10 ans dans les sports de glace. Donc tu vois, c'est une longue période de ma vie. Et c'est super intéressant que tu as percé à ce moment-là parce que tu penses quoi de la chance, par exemple, quand tu entreprends, justement, comme tu disais, il faut la créer. Mais là, il y a quand même eu le facteur chance où tu es arrivé au bon moment aussi, au bon endroit. Ça, c'est indéniable, j'ai l'impression. Quand on est jeune, on se dit la chance, ça n'existe pas. Il y a que les winners qui enfoncent les portes. C'est partiellement vrai, c'est partiellement faux aussi, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux enfoncer les portes. Si la porte elle est blindée, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc là où le côté t'es un winner, ça marche. C'est vrai parce que si t'essayes d'enfoncer 10 portes, 100 portes, 1000 portes, il y en a une qui va péter, c'est obligé. Tu vois, c'est arithmétique. C'est même mathématique en vrai. C'est mathématique. Donc il y a la chance, on en a besoin, mais en fait, si tu essayes d'enfoncer 1000 portes, il y en a une qui va péter. Ouais, donc au final, on revient sur la finalité où ça se provoque. Ça se provoque. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Si on n'insiste pas, si on n'est pas déterminé, on dit qu'on n'a pas de chance. Non, on n'a juste pas assez insisté. Ouais, juste au moment, par contre, où insister, c'est contre-productif. J'ai aussi vu des gens passer de la détermination à réussir à l'obstination envers et contre tout, quoi. Ouais, je te donne un exemple. Tu veux vendre des crypto-monnaies à des retraités sur TikTok. Non mais, tu vois. Non mais oui, c'est vrai. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pas possible. Tu peux insister. Il n'y a pas de retraités sur TikTok qui veulent acheter des NFT. Donc, n'insiste pas. Il y en a pas, tu vois. Ou il y en a un, tu vois. Donc peut-être faudrait trouver un concept donc, vraiment innovant, mais voilà, et facile. En attendant, facile. tu vas t'user, quoi. Ouais, je vois. Donc il y a la détermination jusqu'au moment où en fait, tout simplement,
il y a pas de marché, quoi. Tu vois. Bah, c'est pour ça. Tu le vois vite, ça. Ouais, faut être résilient. À un moment, quand t'as une idée ou une niche. Après, en réalité, si je pense que tu identifies bien ton business au début, tu trouves les problèmes à résoudre. Si les problèmes à résoudre, ils sont là, en général, si tu lances quoi que ce soit, normalement, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il faut être résilient. Si on voit qu'il n'y a pas de marché, on va pas l'inventer. C'est ça. Après, tu vois, tu dis, il faut voir le marché où il y a des problèmes à résoudre. Mais en fait, dans notre métier, que ce soit le coaching sportif ou la prépa physique, pour moi, c'est des cousins. Oui, c'est juste le public qui est différent, quoi. Totalement. Où t'entraînes ma mère, c'est du coaching, où t'entraînes un athlète professionnel, mais enfin, fondamentalement, t'entraînes des gens, quoi, physiquement. Le problème, c'est que tu passes le BP de muscu ou taille en STAPS, le côté, justement, étudier le marché, en tout cas, pour ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant, c'est proche de zéro, quoi. C'est-à-dire, on te parle de tout, sauf de comment gagner ta vie, quoi. Mais c'est le gros problème. Hein. C'est le gros problème où moi-même j'ai formé beaucoup de coachs qui arrivent à vivre aujourd'hui du coaching, et il y avait plein de choses que je leur disais où j'avais l'impression de réinventer le monde, alors que non, c'est un basique c'est de l'entrepreneuriat, comme on disait, et peut-être que les coachs ils deviennent entrepreneurs malgré eux. Ouais, je pense que c'est un bon résumé. C'est ce que j'ai l'impression qui se passe. Moi, je sais pas, toi, quand t'as passé un BP. Ouais. Et est-ce qu'il y avait des cours pour apprendre à... La seule, je vais te faire rigoler, mais on a fait, il y avait un UC activité commerciale. Il me semble, c'est pour ça que je te demande. C'est ça. Et activité commerciale, moi c'était un bon projet. Hein. Ouais. J'avais fait un partenariat, je crois, avec Intersport ou Sport Dépôt à l'époque. Ouais. Je sais pas si tu connais. Intersport, oui, Sport Dépôt, non. Ouais, je crois que c'était Sport Dépôt à Villefranche-sur-Saône. Et en gros, on avait fait des ateliers là-bas et des ateliers à la salle où je bossais. Et l'idée, c'était de faire un partenariat rémunéré une sorte de partenariat non rémunéré entre les deux. Et nous, on leur ramenait des clients, ils avaient une réduction chez eux, et nous, par exemple, ils avaient les frais d'inscription offerts, et on faisait des sortes de petits challenges comme ça. Ça paraissait innovant pour les profs qu'on avait en activité co, mais... En tout cas, il y avait quand même une volonté de... Il y avait une volonté, mais le problème, c'est que c'était pas vraiment pris au sérieux, et c'était plus concentrez-vous sur l'anatomie, la physiologie. Ouais. Et ça, moi, je le respecte, c'est ce que je dis toujours. Ouais, c'est que si on connaît pas l'anatomie, la physiologie dans nos secteurs, pour moi, on sait rien, en fait. Enfin, ou peu de choses, tu vois. Et ils insistaient pas assez sur ce côté commercial où moi, c'est ce qui m'a, comme toi au début, où j'en vivais pas. Je vendais des séances à 30 minutes, 30 euros. J'avais l'impression d'égorger les gens sur place. Et c'était il y a 6-7 ans. Donc, même le coaching, c'était pas encore autant démocratisé qu'aujourd'hui. Mais ouais, on devrait plus insister. Je pense qu'à terme, il faudrait vraiment installer plus de choses dans... Ouais. Le problème, c'est que la majorité et je dis ça vraiment sans aucune méchanceté ni aucune... C'est pas une agression ce que je vais dire, mais la majorité des profs, que ce soit dans les écoles ou à l'université, sont pas confrontés à cette réalité-là de par leur statut. C'est difficile pour eux d'enseigner quelque chose dont ils ignorent l'essence, quoi. C'est ça. Alors des charges, et comment veux-tu qu'ils t'apprennent à vendre quelque chose si eux, ils sont fonctionnaires, ils ont passé un concours, c'est très bien. Ils ont jamais rien vendu, quoi, au sens je te vends un truc. C'est quoi. Ça. Et encore dans les écoles privées, c'était des formateurs, donc ils avaient par exemple le BPGEPS. Ouais. Et ils étaient formateurs après. Moi, le premier, j'ai été formateur à un moment chez Perfit. Ouais. Je pense que tu connais. Oui. Et je me rappelle, les élèves, ils me disaient que les cours étaient très bien et tout ça, mais c'est parce que en fait, vu que j'avais la connaissance sur le terrain, je savais par exemple qu'on n'allait pas faire. On faisait des mémoires d'entraînement à l'époque. Je me rappelle pendant mon diplôme. Et les mémoires d'entraînement, on devait les appliquer à chaque athlète. Et c'est ce que j'avais dit à mon prof de physio à l'époque, où je lui disais, mais si on doit appliquer tout ce qu'on a fait là sur un mémoire d'entraînement sur chaque personne, le coaching, il coûte n'importe quoi, 1 000 € la séance, tellement c'est poussé. Mais on pouvait pas reproduire ça. Et je sais que les élèves aimaient bien parce que du coup, ils voyaient bien la transversalité entre le terrain et la pratique et la théorie. Donc c'était intéressant. Ouais. C'était un très très bonne expérience. Pour revenir sur ton cursus, donc après là tu es parti t'es parti dans la préparation physique, c'était enclenché. Ouais, à 100%. T'es resté que dans ce secteur? Ouais. Sur le secteur sportif du coup du patinage? Je me suis occupé de la prépa physique des athlètes qui me faisaient confiance. Okay. J'étais payé par les athlètes. Toujours ok. Ouais, toujours payé par les athlètes, donc en statut indépendant. Et ouais. Et donc, je faisais de la formation aussi à côté, mais c'était pas le gros de mon activité. C'était là où tu étais enseignant ouais, je faisais des vacations à l'époque à l'université à Lyon. OK. Et puis je faisais aussi 2-3 interventions à droite à gauche, mais le cœur de mon activité, c'était la prépa physique. OK, et jusqu'à aujourd'hui du coup. Oui, j'en fais toujours, ouais, j'en fais toujours, seulement maintenant depuis peu de temps, c'est limité à je prends 3 athlètes maximum par an.
Donc très peu d'athlètes. Je me posais la question avant de venir justement, et je me disais jusqu'à combien il prend d'athlètes justement par an, et du coup c'est bien que tu là maintenant, encore l'année dernière c'était bien plus, mais là maintenant, étant donné que je suis en transition sur quelque chose d'autre, j'ai décidé de limiter vraiment cette partie de mon activité. Ok. Donc je prends maximum 3 athlètes par an, mais c'est récent. Au gros de ma carrière, j'avais 15 athlètes. Quand je faisais que ça et que je travaillais beaucoup, j'avais peut-être 15 athlètes individuels simultanément par an. Ok. Ce qui est beaucoup. Et 10 et 15 par an. Et au niveau du suivi, t'étais toujours en présentiel avec eux, ou t'arrives à orchestrer un peu à distance? À l'époque, il n'y avait pas de distance. Ouais, tu faisais qu'en présentiel. Disons que il n'y avait pas moyen de faire du coaching en ligne. Ouais. Il faut se remettre ça, on revient un petit peu en arrière. Ouais. Là, l'histoire qu'on raconte, elle a plus de 20 ans. Mm-hmm. Donc, il y a plus de 20 ans, il n'y avait pas de smartphone, il y avait sûr. Internet, c'était un autre monde. Oui, les gens peuvent pas se rendre compte. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas de coaching en ligne il y a 20 ans. Ouais. Et surtout pas dans le sport compète. Où là, les gens disaient, mais il faut être là. Et en fait, même dans le sport compète, c'est le Covid qui a changé la donne. Hein. C'est-à-dire que jusqu'au Covid, être préparateur physique d'athlètes de haut niveau en ligne, c'était anecdotique. C'était quasiment inenvisageable. Ouais, alors que sur le secteur de coach sportif, ça se faisait déjà. 5 ans d'avance, ça a amélioré en plus au niveau. Nous, ça se faisait pas du tout, quoi. Il fallait être là, présent. Le Covid est arrivé et les gens ont compris que, en fait, il y a des fois, quand même, tu gagnerais à pas être là, quoi. Ouais. T'as aucune plus-value à être là. Il y a des fois mais des fois non. Que ce soit pour toi et des fois même pour l'athlète, c'est moins contraignant pour tout le monde. Et donc le Covid a bouleversé tout, quoi. Et nous, ça a vraiment changé. Et maintenant, les quelques athlètes qui me restent, je les vois 3 fois par an, quoi, par accident. Donc tu fais tout majoritairement. Je fais tout en ligne aujourd'hui. Je fais plus rien, sauf cas de figure où on se rencontre, enfin une séance ensemble. Oui. Mais c'est anecdotique, quoi. Une de mes dernières athlètes, Flavie Renoir, là, que ça fait 3 ans que j'entraîne, qui a fait les minima pour les Jeux de Paris sur 3000 steeples en athlétisme. Donc c'est la 3e année, on doit se voir 2 fois par an, quoi. Okay. Et son entraîneur, il m'a engagé en ligne, quoi. Ah ouais, vraiment, il t'a. Ouais, c'est le premier. Ok. Il était abonné à ma newsletter et il aimait ce que je racontais. Et dans ma newsletter, on parlait vraiment de concepts de terrain, quoi. J'étais préparateur physique extrêmement investi à l'époque. J'entraînais beaucoup. C'est lui un jour qui m'a contacté. Et Flavie, elle est à Caen. Moi, j'étais à Lyon. Donc il n'y avait pas moyen, quoi. Et il m'a embauché pour une mission bien précise et en ligne à 100%. Elle va aux Jeux Olympiques à Paris. En tout cas, elle a fait les minima directs. Ok. Franchement, c'est super intéressant parce que du coup, même, t'as pas rencontré l'athlète avant de commencer? Non. Si, quand même, non? Même pas? Non, j'ai rencontré son entraîneur. Ok. Mais ça s'arrête là. Ouais, c'est impressionnant de se dire que ça commence à aller vers cette sphère. Ça a bien changé. Le Covid a bouleversé l'humanité dans plein de registres. Et à notre petite échelle, ça a bouleversé la façon de concevoir l'entraînement. Ouais, totalement. Même pour les athlètes de haut niveau. Ouais, je vois. Non, franchement, je pensais pas à ce point-là, tu vois, sur la préparation physique. Et derrière, aujourd'hui, tu fonctionnes qu'en ligne. Ouais. Et comment tu as fait pour parce que je sais que par exemple, tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à se digitaliser, si on peut dire ça, et vendre en ligne, par exemple, de passer leur activité on peut dire qu'on est des prestataires de services au final. Ah bah oui, on peut le dire. Pour basculer sur l'activité en ligne, toi, t'as fait comment? Parce que je vois que t'es hyper actif sur les réseaux sociaux. Tu l'as fait tout seul, t'es accompagné. Alors moi, j'étais présent sur Facebook parce que c'est ma génération. Encore, je suis arrivé tardivement sur Facebook, mais j'ai toujours été sur les réseaux, mais d'une manière complètement touristique, quoi. Je postais des trucs, en fait. je postais des trucs n'importe comment, mais j'étais quand même là. Okay. Donc à une époque où quand même juste le fait d'être là te donnait un peu de crédibilité. Et moi j'ai été connu par mes bouquins. Ouais. Donc en fait les gens, ma notoriété elle émanait de mes livres et elle émanait donc du nombre d'athlètes que j'avais entraînés. J'avais entraîné beaucoup d'athlètes de haut niveau. Okay. C'est une époque où la seule façon de réussir, c'était d'avoir des résultats réels dans la vie physique. Ouais, logique. Donc j'en avais, et puis j'avais écrit ces bouquins. Donc j'étais un peu sur les réseaux sociaux, mais à la zob, quoi. Vraiment. Okay. Je me rappelle d'une vidéo que je tournais, j'étais en stage avec les équipes nationales de ski, et je tournais une vidéo avec mon iPad, parce que j'avais pas de smartphone. Hein. J'ai eu mon premier smartphone il y a 43 ans, quoi. Tu vois, j'ai 46 ans. Avant, j'avais des trucs à clapet. Tu vois. Donc, mais par contre, j'avais un petit iPad et je filmais un truc. J'avais le doigt à moitié sur le
tu vois, sur la caméra. Du coup, la vidéo était nulle, mais le fond était intéressant. Bien. Donc c'était assez marrant parce que tout le monde se foutait de ma gueule en disant mais enlève ton doigt du truc. Mais tout le monde était content parce que j'apportais du contenu. Okay. Tu vois, c'était une époque où tu pouvais apporter du contenu avec une forme vraiment dégueulasse, mais si le fond était là, les gens étaient contents parce qu'il y avait pas trop, tu vois, il y avait pas d'effets spéciaux, quoi. Ouais. C'était brut. Alors qu'aujourd'hui, ce serait peut-être plus l'inverse. Si ta forme est mieux et ton fond est nul, ça peut marcher aussi. Ça peut. Ouais. Ça peut. L'idéal étant d'apporter du fond et un truc pas trop vilain, quoi. Mais à l'époque, fallait voir, quoi. Donc voilà, j'étais là, présent et complètement touristique. Et j'ignorais qu'on pouvait gagner de l'argent autant avec le business en ligne, quoi. Okay. Je l'ignorais vraiment. Le Covid est arrivé. Et ça faisait longtemps que je voulais. Excuse-moi. Je t'en prie. Du coup, juste avant Covid, tu postais aléatoirement et t'avais pas vraiment d'ampleur. Bon, j'avais quand même quelques milliers d'abonnés sur Instagram parce que t'étais présent aussi dans ta vie, je pense pro. Ouais, voilà, j'étais présent et puis je partageais en fait plein de trucs. Là, j'étais avec les équipes nationales des sports d'hiver, okay. Donc je partageais plein de trucs de la vie d'un préparateur physique en activité. Donc ça devait cool. être, je te suivais pas à cette époque-là, mais ça devait être super intéressant. Bah ouais, de vivre en fait, je partageais beaucoup de bouts de séance avec mes athlètes. Donc les gens, enfin, si t'aimais le sport de haut niveau, t'étais content parce que t'avais des vrais trucs de la vraie vie d'athlètes qui vont au jeu, quoi, tu vois. Ce qui à l'époque se faisait pas et qui se fait toujours assez peu d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas de souvenir de voir quelqu'un qui fait ça. Donc on était une poignée à le faire. Donc t'avais vite quand même quelques milliers d'abonnés, quoi. Okay. Sur Instagram, j'avais quelques milliers d'abonnés rapidement. Quoi. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Donc le Covid arrive. Et il y a eu un moment où il fallait rester chez soi, quoi. Même nous, avec le sport pro, on n'avait plus de dérogation, quoi. Il fallait rester à la maison. Ça faisait longtemps que je me disais, comme j'étais enseignant à l'époque encore, je me disais, quand on faisait un cours à la fac à 8h du matin le lundi, ça pétait les couilles à tout le monde. Ça pétait les couilles aux étudiants, aux profs, bref, tu vois. Et je me suis dit, mais bon sang, pour faire un cours magistral à la fac, où tu débites ton truc, tout le monde dort. Ouais. Est-ce qu'on peut pas le faire en ligne, quoi? Tu vois? Donc, je me suis dit, bah là, c'est le Covid et tout, j'ai un peu de temps, je suis à la maison. Digitalise un de tes cours et vends-le. Tu vois? Je dis, fais-le parce que ça me faisait un petit moment que ça. Puis, il y avait des gens quand même qui commençaient à faire du business en ligne, quoi. C'est ce que j'allais dire. Donc, t'avais observé qu'il y avait une tendance qui allait, vers ça. Pas du tout en prépa physique, mais dans le fitness, il y en avait déjà bien. Ça. Puis même d'autres secteurs, que ce soit l'infoprenariat, il y a plein à d'autres choses. À l'époque, pour moi, je connaissais pas du tout, quoi. Okay. J'étais vraiment purement sur le terrain. Donc j'avais pas ce qu'il faisait, moi, Yomi Denzel. À l'époque, je savais pas qui c'était. Ouais, je vois. Tu vois, c'est récent pour moi tout ça. Et donc j'avais que le sport et je voyais un peu le fitness, tu vois. Je voyais quelqu'un que j'ai croisé une fois ou deux. Je voyais Nassim Saïli, tu vois, qui faisait des choses avec énormément de qualité sur le fond et puis qui vit très très bien de notre secteur. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est ça. Donc je voyais que dans le fitness, il faisait des trucs qui étaient une année-lumière devant nous. Je me suis dit, le fitness, c'est de la muscu, puis la muscu pour les sportifs, tu vois, c'est pas non plus si différent. Donc je voyais qu'il y avait quelque chose à faire, mais chez nous, c'était proche de zéro. Donc voilà, je digitalise ce truc, je le vends sur Facebook à l'époque, et plein de ventes, quoi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, plein de ventes, ouais. Et t'as lancé ça. J'ai mis mon truc PayPal, quoi. Tu sais, j'avais un lien PayPal perso. Ok. Vraiment, j'ai fait ça. On peut pas faire plus simple, quoi. Oui, alors qu'aujourd'hui, des fois, on dirait, faut faire un tunnel de vente, faut faire ci, faut faire ça. Bien sûr que dans l'absolu, maintenant, c'est ce que je fais. Mais à l'époque, de 2020, quoi. Boum, je balance. Et 2020 au final, parce que c'est quand même tard, je trouve, par rapport à du business en ligne, tu vois. Ouais. À part que je te dis, en prépa physique, il y avait presque rien. Ok. Donc c'était tard. T'étais tout seul en fait. Ouais, on était 2 ou 3, quoi. Ouais. On a tous fait en même temps, quoi. Tu vois. Donc je vends le truc, boum, j'en vends plein. Je me dis bon bah ok, bah allez, je vais en faire un deuxième, hein. Et 2 et 3. Et là tu te dis ah oui quand même. On peut gagner autant d'argent en ligne. Donc voilà, j'avais 43 ans, ça faisait 20 ans que j'étais sur le terrain. C'était le moment aussi où j'avais atteint tous mes objectifs de prépa physique, je les avais atteints. J'étais allé aux Jeux Olympiques, j'avais défilé aux Jeux Olympiques, accompagné un athlète champion olympique. Bon, qu'est-ce que tu voulais? J'allais pas continuer toute ma vie à essayer de reproduire quelque chose que j'avais déjà fait. Ça, puis tu risquais peut-être de t'ennuyer aussi à terme. Ouais, je commençais à fatiguer physiquement. Ouais. C'est des métiers difficiles, les gens s'imaginent pas, mais moi, pendant 8 ans, j'ai passé 100 jours par an, pas chez moi. Ok.
dans les 4 coins du monde. Hein. Puis avec des horaires souvent, les entraînements, ça peut être tôt le matin. Après voilà, c'est le week-end, c'est un monde. Ça jamais. C'est la 4e dimension, quoi. Ça a des intérêts incroyables. Tu vis des trucs formidables. Oui, je pense. Mais à 25 ans, oui. À 45, c'est moins marrant, quoi. Tu vois. T'essayes d'avoir une vie, tu vois. T'es niqué, quoi. Oui, d'avoir une construction perso aussi. Tu vis. Moi, j'ai vécu pour mon travail pendant 20 ans, quoi. Ouais. Et je l'ai choisi, c'est pas un problème. Mais arrivé 45 piges, t'as réussi ce que t'avais à réussir, ou du moins t'as ce sentiment-là. Bon, t'as gagné ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'était peut-être le moment de passer à autre chose. Le Covid est arrivé, j'ai testé. Ça a fonctionné très très fort. Enfin, suffisamment fort pour me dire, ah oui. Donc j'ai dit, je bascule, je commence à faire ça un peu plus sérieusement. Je continue à entraîner, quand même. J'ai continué à entraîner sérieusement. Je continue à entraîner sérieusement, mais peu maintenant. Jusqu'au moment où je vais arrêter d'entraîner, je pense, d'ici quelques temps, quoi. Ah, complètement. Oui, bah oui. Ou garder un ou deux athlètes par an, mais ça revient à presque plus entraîner, quoi. Je vois. Voilà. Donc, tu as eu 2 carrefours, en fait. Si je résume, c'est le premier carrefour où tu as eu la première opportunité avec le patinage. Il y a 20 ans. Et ce carrefour aussi, 20 ans ouais, après. et Covid 2020. Okay. Là, ça a ouvert les opportunités. Voilà. C'est super intéressant parce que comme ça montre aussi aux personnes qui commencent ou qui essayent de se développer dans ces secteurs-là qu'il a fallu 20 ans. Oui, pour mais vivre, par exemple, d'un business en ligne, tu vois. Mais il y a eu le temps aussi de pas la mise en place, ça n'existait pas. Tu pouvais pas inventer un truc qui n'existait pas. C'est sûr. Donc, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que si moi, à 45 ans, je vis des réseaux sociaux, parce que c'est ça un petit peu l'idée, alors que je suis pas natif des réseaux sociaux, j'ai eu mon premier smartphone à 43 ans, tu vois où on en est, quoi. C'était il y a quoi, 40? Bah là, c'était il y a pas longtemps. Ouais, c'était au moment où j'ai commencé ce truc, quoi. Ok. Et c'est ça que tu disais avant, t'étais avec les téléphones téléphone à clapet, quoi. Donc, si moi j'y suis arrivé, alors que j'ai tout sauf le profil du créateur de contenu musculation, quoi, tu vois. Oui, typique. J'ai ni l'âge, ni le physique, ni j'ai rien, quoi, tu vois. Si, j'ai une chose, j'ai le contenu. Mais, donc si moi j'ai pu le faire, ça veut dire que, quand même, il y a des choses à faire, quoi, quand t'as 20 piges ou 25 ans, quoi. Mais ça revient sur ce qu'on disait, où je pense que c'est plus de l'entrepreneuriat, même sur les réseaux sociaux, parce que je pense que les gens pensent que les réseaux sociaux, des fois, c'est un peu un jeu. Tu vois, ils postent, ils tentent, ça marche pas, tant pis. Non, c'est un job. Alors que c'est un job. Et il y a beaucoup dans part entière. Ouais, c'est ça. Et comme tu l'as dit aussi, et ça c'est vraiment important de le souligner. Et je pense qu'aujourd'hui dans le fitness, c'est pas parce que t'as un physique ou c'est juste de l'apparence que tu peux vivre ou non de ce métier. Et il y a des gens qui ont pas le physique et qui vivent très bien des réseaux sociaux, par exemple dans nos secteurs comme la prépa physique ou le coaching. Ouais. Non, mais s'il suffisait d'être musclé, ça serait facile, quoi. Ouais. Et de se mettre en. Mais il y a beaucoup de personnes qui devant les caméras. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, dans le milieu du bodybuilding où moi je suis un petit peu plus proche de ça avec mon métier où je m'étais intéressé à ça. Et les gens se disent ouais, je vais faire une compétition, je vais avoir tel physique et ça va débloquer sa situation professionnelle. Et bon, en fait, si tu mets pas des choses en place, les gens en fait vont. Oui, tu peux avoir un peu d'abonnés et tout parce qu'ils te regardent les pecs, si t'as des gros pecs. Si t'es une fille, force est de constater que les mecs ils te mettent le cul. Ouais, mais après vive la qualité des prospects aussi, tu vois. Voilà, et on en vient, quoi. C'est ça. Quand tu regardes le physique des gens. Qu'est-ce que tu vas vendre à ces gens-là, quoi, qui sont là pour, je prends l'exemple un peu cru, si tu suis une influenceuse fitness parce qu'elle est bien gaulée, le jour où elle va te demander d'acheter quelque chose, tu vas pas acheter, quoi. Non. Parce que t'es là pour lui mater le cul, quoi. Ouais, je suis désolé, hein. Non, mais c'est ça, mais c'est purement la réalité. C'est pour ça, je pense, la qualité de l'audience que les gens développent, faut vraiment le prendre en compte. Par contre, si t'es un beau mec, une belle fille, c'est pas un problème, bien au contraire. Et que t'apportes du contenu au quotidien, c'est là la clé. Au quotidien ou presque, de qualité pour aider les gens en face de toi. Là, t'as le combo gagnant. Tu utilises ton physique et tu utilises ton cerveau. Mais si t'as qu'un physique, sauf cas exceptionnel. Après, il y a toujours des anomalies, tu vois. Voilà, il y a toujours des mutants. C'est ça. Mais c'est rare. Il faut pas jouer là-dessus, quoi. Ouais, faut pas jouer là-dessus. En tout cas, faut pas compter dessus. C'est ça. Et comme tu l'as dit, faut provoquer la chance de toute façon, donc faut pas jouer. Je pense quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux sociaux à partir de rien, il faut qu'il s'y mette quotidiennement 6 mois à 1 an avant de pouvoir en tirer une conclusion, quoi. C'est ça. Et il peut très bien bosser à côté, hein, parce que t'as pas besoin de bosser toute la journée. Hein. C'est ça. Mais il faut pouvoir publier. Moi, c'est le conseil que je donne. Il faut pouvoir publier un style reel, tu vois, vidéo courte avec du contenu mais impactant, mais court. Il faut pouvoir poster
tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça. Ou au moins 5 fois par semaine. Au moins. Pendant 6 mois ou 1 an. Et il faut déjà y arriver, là. Ça. Et encore, je pense, pendant les 6 mois, 1 an, c'est même sûr, faut vraiment que tu analyses ce qui se passe. Et en fonction de ce qui se passe, si ça se trouve, tu t'étais dit, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as une direction qui va à droite et en fait, tu vas aller à la direction opposée à gauche parce que, encore une fois, le marché, il sera sûrement plus fort que toi dans ces moments. Ouais. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un job, c'est une vraie démarche de long terme, si tu vois. Si tu te dis, j'y vais à fond une semaine et il se passe rien, mais il se passe rien pour tout le monde. Ouais. Il se passe rien. Non, mais je comprends tout à fait. Ok, donc là, le reste de ton parcours, est-ce que tu t'es mis des objectifs court terme, moyen terme, long terme sur le professionnel? Bah, moi, ma carrière de prépa physique, elle était extrêmement balisée en termes d'objectifs. Ouais. C'est-à-dire que voilà, je voulais réussir telle ou telle chose. Tu vois, mon dernier objectif, c'était d'accompagner physiquement un athlète champion olympique. Celui-là, j'y croyais pas trop quand je l'ai mis parce que. Et t'as fait comment? Tu as écrit, tu vois, tes objectifs? Ouais, je les ai pas écrits, mais je les ai mis dans ma tête, quoi. Okay. J'avais 3 niveaux, quoi. Tu vois, le niveau 1, c'était ça, préparer physiquement un athlète champion olympique. Avant, voilà, j'avais une gradation. Donc je les ai tous réalisés, quoi. Et ce que je pensais pas. Donc c'est à ce moment-là, quand tu as réalisé tous tes objectifs, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction, vraiment. T'es obligé d'en retrouver. Et il faut y arriver, quoi. Parce que quand justement tu les obtiens, et les gens qui arrivent très jeunes, je les plains. Parce que moi, à 45 ans, quand je les ai tous validés, j'ai passé 6 mois de ma vie compliqués, quoi. Okay. En situation d'un peu de pré-retraite, quoi. T'as vraiment eu la crise de la quarantaine à 40 ans, quoi. Ouais, c'était clair et net. Parce que t'étais là, tu te dis, ok, bon, bah t'as réussi tes objectifs. Bon, tu gagnes bien ta vie maintenant. Bon, bah allez, hein, on regarde les mouches voler et puis on boit des mojitos, quoi. Ouais, mais non, ça marche pas, quoi. Ouais, t'es trop. Déjà, je sais même pas si à 65 ans c'est bien, mais alors à 45, t'as pas. Ça marche pas, quoi. Ouais. Tu regardes les oiseaux. Puis surtout quand t'es dans ton état d'esprit où t'es entrepreneur. Si t'es entrepreneur, forcément, tu peux pas rester à rien faire, je pense. Tu vas cogiter, tu vas réfléchir et naturellement. Le problème, c'est que moi, je trouvais pas de starter pour faire quelque chose qui m'anime de ce que m'a animé l'entraînement pendant 20 ans. Ok. Ce que tu vis dans l'entraînement, c'est difficile, mais tu vis des émotions extraordinaires, quoi. C'est ce que. Tu vois, je te dis, pour prendre l'exemple le plus énorme, J'allais y venir en plus, c'est bien. Quand j'ai défilé aux Jeux Olympiques avec mes athlètes, il y a pas grand chose dans la vie plus forte que ça, quoi. Bah, en tant que préparateur physique, c'est le Graal, je pense. L'émotion, quoi, tu vois. Ouais. Tu rentres dans le stade olympique. Ouais. Tu l'as vécu comment, toi, au niveau des émotions C'est énorme. Hein. Ouais. C'est énorme. Pareil, quand ton athlète gagne, il devient champion olympique et que tu chantes la Marseillaise au pied du podium, je pense que je vais partir avec comme souvenir, quoi, tu vois. Ouais, tu le jour de ma mort, ça reste. Donc quand t'as vécu ça, si tu veux, le retour à la vie normale, il fait mal, quoi. Tu vois, il fait mal parce que tout est un peu fade à côté, quoi. Ouais, je vois. Et donc si en plus tu cherches plus maintenant à le reproduire, tu cherches à passer à autre chose, c'est quoi l'autre chose? J'ai l'impression que ce que tu me dis, ça me fait penser aux, tu sais, les chanteurs, par exemple, ou les sportifs professionnels, c'est voilà, pareil. Exactement, qui ont eu un pic pendant 1 ou 2 ans, ils gagnent tout, ou ils ont obtenu des résultats de dingue. Et derrière, il y a une redescente qui est compliquée, ouais. Ouais, tous les athlètes professionnels, quand ils arrêtent, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Parce qu'en plus, ils arrêtent pas vieux, quoi. Ouais, ils arrêtent, tu vois, ils peuvent même à 40 ans. Maintenant, il y en a qui vont à 40 ans. C'est à peu près le même âge que moi. Je te raconte mon histoire à 40 ans. Ouais. Un chanteur qui arrête, bon, ils peuvent plus durer, mais à un moment donné, t'arrêtes, ok. Même si t'es riche, hein. Oui, mais l'argent, ça rend pas heureux au quotidien, ça t'exalte pas, quoi. C'est ça. Tu regardes pas ton compte en banque. Tu vois, même si t'aimes un peu faire la fête ou dépenser tes sous, à un moment donné, t'achètes une belle bagnole, tu vas pas en acheter 10, quoi. Tu seras pas plus heureux avec 10 qu'avec une, quoi. Puis t'as le trait de caractère où t'as été ambitieux. Même si tu t'es dit que c'est pas possible, je me dis toujours, si on peut le rêver, on peut le faire. Peut-être pas tout, tu vois. Mais si t'as été ambitieux à minima, forcément, derrière t'es obligé de te relancer à retrouver des autres choses. Et là, tu sais, ça fait penser au film La Vérité si je mens, le premier. Je sais pas si les gens l'ont vu, où t'as un des héros, tu vois, qui est riche et qui est en peignoir chez lui, en train de fumer des cigares, et ils viennent le recruter, les autres, parce qu'eux, ils sont pauvres, mais ils ont besoin de sa thune et pour faire des gros projets. Et le mec, il s'en fout, il dit, moi, je suis riche, qu'est-ce que tu vas m'emmerder? Et puis, il dit, je crois que c'est en Codina, il lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Rester en peignoir et fumer des cigares toute ta vie, quoi. Ouais. Et c'est ça, le truc. Il est riche, mais bon, il se fait chier, quoi. Non, mais totalement, je pense que tu peux pas rester dans des situations comme ça trop longtemps. Non. Donc voilà, il faut trouver quelque chose qui t'exalte pas comme avant parce que c'est pas possible, mais qui donne un sens quand même à ton quotidien, quoi. Voilà.
Voilà comment ça s'est passé. Et tu penses que là, dans les objectifs que tu t'es mis, parce que du coup, tu nous les as pas donnés. Non. Mais, ou après, si tu veux pas les donner, tu me dis. Mais, si dans les objectifs que tu t'es mis, tu penses que tu peux pas ressentir autant d'exaltation que, Non, par exemple, possible. les Jeux Olympiques ou. C'est pas possible. C'est pas possible parce que. Dans cette branche. Derrière une caméra où tu vis des émotions, mais enfin c'est pour moi qui ai vécu des émotions dans la vie physique, c'est dilué quoi. Ok. Oui, tu le ressens pas. Et par exemple, si tu veux, tu fais 1 million de vues sur une vidéo, bon bah d'accord, c'est chouette, mais enfin c'est tout seul derrière ton portable. Ça reste, t'as des commentaires, tu sais pas qui c'est. Enfin, ça reste pour moi, pour ma génération, ça reste partiellement illusoire quoi. Ok. Mais peut-être que votre génération, pour vous, c'est différent. Mais moi, à mon âge... Mais c'est une vraie question parce que je pense que au niveau émotion, tu vois, par exemple, j'en retirais plus de... Avoir 1 million de personnes devant soi, c'est pas possible, tu vois. Je pense de faire une formation devant 1 million de personnes en live, c'est impossible. Mais je pense que tu ressens plus de gratification quand t'es en face des personnes et en face d'un public. Et par exemple, si tu fais une formation devant 5000 personnes, j'ai n'importe quoi. Et que d'avoir 1 million de vues sur YouTube, c'est clair et net. Ça, je pense, il y a pas de sujet au niveau des générations. Ouais, peut-être. Je pense. Donc c'est en fait voilà. Après, il faut pas chercher à reproduire un sentiment que t'as eu dans le passé, tu vois. Si tu cours après ça, c'est un peu comme courir après si une tu drogue changes de femme et que tu recherches dans ta nouvelle femme les qualités de la précédente, quoi. C'est ça. Mais non. Ou même te droguer et prendre une drogue et en rechercher une plus puissante, c'est voué à l'échec, quoi. Je comprends. C'est voué à l'échec. Donc après, voilà, il faut juste en faire le deuil et te dire, il y a d'autres trucs à vivre, moins waouh, mais tout aussi digne d'être vécu, quoi. Ok. Super en intéressant. tout cas, c'est comme ça que moi j'ai trouvé une possibilité de le gérer, quoi. Ouais. Et du coup, ça t'a amené aussi à une stabilité peut-être un peu plus émotionnelle dans. Alors émotionnellement, je trouve que je suis moins stable maintenant qu'avant. Ok. Parce que gérer par exemple le stress des grandes compétitions et gérer les sportifs de haut niveau, ça je savais le faire. J'étais habitué, j'avais travaillé sur moi et je savais gérer des athlètes en situation d'urgence, de compète, d'échec, de réussite, je savais le faire. Gérer les réseaux sociaux, l'émotion et je savais pas le faire. Donc c'est émotionnellement, je pense que c'est plus difficile maintenant qu'avant pour moi, mais c'est vraiment perso. Là encore, si j'étais natif, si j'avais grandi avec les réseaux, peut-être que j'aurais tous les codes intégrés, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais nous, c'est difficile quand même. Au final, c'est ton. Là, tu te retrouves plus à gérer aussi le stress d'autrui, mais de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et ben je pense que c'est là le problème. Je pense, ouais. C'est-à-dire que je trouve que la vie digitale, c'est toi et toi. Contrairement à l'impression que t'as 1 million d'abonnés, ça reste toi, et tu tournes en boucle, quoi. C'est ça. Et c'est hyper compliqué, je trouve. Et c'est une vraie question parce que tu vois, quand je me suis lancé là en tant que coach sur les réseaux sociaux, à commencer à faire des reels bien construits, un peu comme toi. La première fois, je discutais avec mon meilleur pote et je lui dis, je suis stressé avant de publier, tu vois. Ah oui, alors qu'en vrai, tu publies, il se passe rien de toute façon, tu vois. Enfin, ta vie va pas changer. Tandis que tu es en train de coacher quelqu'un en vrai, tu dis n'importe quoi à ton client, il se passe quelque chose. Ouais. Tu vois, t'as un retour de manivelle instantané. Un retour de bâton direct. Ou de gratification d'ailleurs. Exact. Tandis que là, t'appuies sur ton bouton, il y a des cœurs, il y a pas de cœurs, il y a des pouces, il y a pas de pouces, il y a des commentaires, il y a des haters. Mais tout ça reste strictement oui, puis au final, même des haters, ça va être... c'est vrai qu'il y a des gros débats là-dessus. Où il y a des personnes qui en subissent les conséquences et ça rend mal les gens. C'est vraiment triste. Donc je trouve que c'est difficile émotionnellement, bien plus difficile que les métiers traditionnels. En tout cas, je pense pour ma génération. Mais ça te ramène vraiment à une confrontation avec, comme tu l'as dit, toi et toi, en fait. Ouais, personne d'autre. Ça, c'est difficile. C'est ça. Mais par contre, je pense qu'au niveau de la construction et du développement personnel de chacun, c'est super intéressant si tu arrives à, du coup, t'auto-gérer face à ça. Ça peut être vraiment intéressant sur le long terme, sur la construction de soi. Je pense. Mais peut-être que c'est nocif aussi. Après, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gros créateurs de contenu qui font des vilaines dépressions, quand même. Je pense parce que, en fait, la montée, c'est comme, on l'expliquait tout à l'heure, elle peut être rapide. Ouais. Après, et du jour au lendemain, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. En tout cas, c'est un métier avec tout ce que ça a de positif et tout ce que ça a de négatif qui est vraiment proportionnel, quoi. Ok. Je trouve. C'est sûr. Et les objectifs, du coup, tu veux en parler ou oui, je vais en parler, mais maintenant, je suis à une période de ma vie où il y en a plus. Toute mon histoire d'objectifs hyper précis, il y en a plus vraiment. Ok. Là maintenant, ça se résume à 2 choses. Ma gestion des objectifs, c'est rester occupé et être utile. Voilà.
Si je suis occupé, en étant utile, en ayant le sentiment d'être utile, et que je gagne ma vie avec, évidemment, je suis content. Ça se résume à ça. Ok. Et en restant occupé, t'as pas peur de fuir justement un peu cette recherche d'objectifs perso? Si, peut-être. Mais après, les objectifs, est-ce que c'est une obligation d'en avoir, tu vois? C'est une grande question. Là, je ressens pas le besoin de me dire, par exemple, tu vois, si j'avais 100 000 abonnés, j'en ai 40 000, tu vois, sur Instagram, si j'en avais 100 000, il faut que j'en ai 100 000, mais bah là, non, ça me parle pas, tu vois. Ouais, je vois. C'est pas que je serais pas content, enfin, je serais pas triste, mais c'est pas comme quand j'étais entraîneur et je me disais, je veux aller aux Jeux Olympiques, tu vois, c'était mon objectif. Là, avoir 100 000 abonnés, ça n'empêchera pas que il y a une caméra, j'appuie dessus pour enregistrer. Tu vois, ça change rien. Mais ça fait plaisir d'avoir ton retour d'expérience parce que je côtoie beaucoup de personnes, tu vois, qui sont plus dans mes âges, entre, je sais pas, 20, 27 ou même plus aussi, ça dépend. Mais l'approche que tu me donnes, elle est vraiment intéressante des réseaux sociaux parce que j'ai l'impression quand même que t'arrives, même si tu disais au niveau des émotions, peut-être c'était un peu, au niveau de la gestion, c'était peut-être un peu plus compliqué qu'avec des athlètes. Mais bon, du coup, vu que t'es focalisé sur toi, c'est normal. Mais du coup, t'as j'ai l'impression une distance qui est intéressante. Bah, peut-être tu vois, enfin, je pense que tu seras moins stressé par rapport à une personne qui a 20 ans et qui va avoir 100 000 abonnés que toi qui as 100 000 abonnés, par exemple. Surtout quand t'as 20 ans, ou même quand t'es plus jeune, quoi. Sur TikTok, il y a des gens qui font fortune sur TikTok, des adolescents, quoi. Mais j'ai vu fortune ou qui gagnent de l'argent, tu vois. J'ai vu des trucs de fou. Et surtout, je me demande comment ils arrivent à se construire, quoi. Ouais. Sachant ce que ça représente en termes de charge mentale et de stress, qu'on le veuille ou non. Je sais pas comment tu te construis à l'adolescence et même jeune adulte, quoi. Ceux qui réussissent sur les réseaux sociaux jeunes, tu as une vingtaine d'années, comment tu te construis, quoi? Comment tu construis ta relation aux autres et au réel s'il se passe ça à 20 ans? Je sais pas. Bah, t'as la courbe, en fait, comme on disait, qui est exponentielle rapidement. Comment tu construis ton référentiel, quoi? Ouais, c'est ça. Comment tu construis ton référentiel aux autres, même juste le référentiel argent, quoi? Bah, je pense que les standings, en fait, que toi, t'as eu plus jeune, aujourd'hui, ils sont plus du tout les mêmes pour ces personnes-là. Donc, je pense qu'ils se construisent comme ça. Sûrement qu'ils arrivent. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ça sera pire. En plus, je pense que ça sera vraiment pire. Je sais pas si t'as vu sur YouTube, ils envisagent d'installer 60 langues au niveau de l'intelligence artificielle pour traduire les vidéos. Donc ça veut dire que c'est ce que je réfléchissais, en fait. Je me dis, ça fait peur d'un côté, parce que ça veut dire que l'ascension entre même les personnes riches ou pauvres, elle va être encore plus énorme, et l'ascension aussi des personnes jeunes, justement, sur les réseaux sociaux qui vont exploser. Ils vont pas être cramponnés, tu vois, qu'à un marché français. Ils vont pouvoir être cramponnés à des marchés, je sais pas, anglo-saxons, en fait, internationaux même, d'un coup. Et là, je me dis, par contre, les redescentes, elles vont être beaucoup plus brutales que... Ils vont être bien entourés, hein, mais... Ouais, c'est sûr. Alors après, c'est le même parallèle, genre, t'es chanteur... C'est la même chose. Hein. Et jeune, quoi. Tu as du succès très jeune. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le nombre de personnes qui obtiennent ce niveau de réussite. Avant, c'était anecdotique, quoi. Pour être un chanteur, une star, même francophone de moins de 20 ans, t'en avais une poignée, quoi. C'est ça. Maintenant, t'as des dizaines ou des centaines de créateurs de contenu jeunes qui gagnent de l'argent, quoi. C'est ça. C'est juste que ça existait avant, mais avant, c'était anecdotique en termes d'effectifs. Maintenant, il y en a plein. Oui, puis ça peut être rapide parce que de toute façon, on touche, toi, tu le vois avec les vidéos que tu postes, tu touches des personnes, en faisant une vidéo, tu peux toucher, je sais pas, 15 000 personnes facilement, voire plus. Donc, c'est incroyable. C'est mieux que les publicités d'Abribus, tu vois. C'est beaucoup mieux ciblé. C'est mieux ciblé, en tout cas. C'est sûr. Ok. Revenons juste sur les Jeux Olympiques. Tu parlais des émotions. Est-ce que tu as des anecdotes avec certains athlètes, comme une bonne anecdote et aussi des mauvaises anecdotes sur peut-être la gestion d'un athlète où ça s'est super bien passé, la gestion d'un athlète où ça s'est moins bien passé? T'es pas obligé de citer de nom pour la personne où ça s'est moins bien passé. Mais je sais pas si tu as des anecdotes qui te viennent en tête. Des trucs à raconter qui sont ou rigolos ou... Bah, des choses qui t'ont, toi, réellement touché. Moi, ce qui m'a touché le plus, c'est quand j'étais donc aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, les Jeux d'hiver. Okay. J'étais avec donc les équipes nationales de snowboard, cross. Nous, on a eu 2 médailles, une médaille d'argent chez les femmes et une médaille d'or chez les hommes. La jeune femme qui a fait médaille d'argent était très jeune, elle avait 16 ans à l'époque, c'était la plus jeune médaillée de l'histoire en France pour les Jeux d'hiver. Okay. Et Pierre Voltier, le champion olympique, lui, il avait plus de 30 ans et il obtenait son 2e titre consécutif de champion olympique. Donc tu vois, on avait les 2 extrêmes. Okay. Une très jeune qui arrivait là, pas par hasard, parce que t'es pas là par hasard. Tu passes pas tous les tours d'une compète par hasard, mais qui quand même qui a été une fulgurance. Et de l'autre côté, t'avais déjà le grand champion, le Teddy Riner, voilà, des sports d'hiver, si tu préfères.
Mais bon, ça n'est pas pour ça que c'est facile de gagner, quoi. Ouais. Et ce que j'ai retenu, tu vois, de ces jeux, c'est donc Pierre Voltier, le champion olympique. C'est là que je l'ai vu et il me l'a verbalisé parce que bon, ça faisait des années que je l'entraînais, donc on se connaissait bien. Et puis tu vis ensemble, tu vois, pendant les Jeux Olympiques, et donc tu partages beaucoup de choses. Tu partages tout en fait. Ouais, tu partages tout. Ouais. Et en fait, je l'ai vu évoluer au quotidien et j'avais pas à l'esprit qu'à à tel point, il était capable de cloisonner chaque moment de sa journée. Je te donne un exemple. C'est le petit-déj. Et puis après, il me l'a expliqué. C'est le petit-déj. Là, on va au petit-déj. On va essayer de manger le mieux possible, sans se prendre la tête. Mais tu vois, voilà, je suis dans le petit-déj. Je m'occupe de pas manger que de la merde. Voilà. Il faut que je mange correctement. C'est mon petit-déj. Le petit-déj est fini. Après, on va se préparer pour aller s'entraîner dans 1 heure. On va chercher le matos. Faut pas se tromper. On se focalise sur réussir le mieux possible la préparation du matos. Mais toi, tu le préparais déjà avant. Ouais, mais lui, ce qu'il faisait lui. Oui, mais ce que je veux dire là, t'étais vraiment immiscé dans sa vie, enfin entre guillemets, dans sa vie quotidienne. Et puis lui, il m'explique en fait que pour gérer le stress, sa solution, et il l'a pas inventé, c'est pas le problème, mais quand tu le vois, c'est encore autre chose, quoi. C'est objectiver toute la journée, quoi. Réussir ou faire du mieux possible le petit-déj, l'entraînement, le repas de midi, la sieste, que tout se passe le mieux possible, chacun des événements de la journée, et sans se projeter dans celui d'après. Ouais. Ou sans penser qu'on a foiré celui d'avant. Et ça, pour moi, ça a été une claque et vraiment, ça a été un moyen aussi dans tous les niveaux de ta vie, quoi. Voilà, là, on est en train de faire un podcast. J'essaye de me concentrer sur faire un bon podcast avec toi. Exactement. Après, il faut rentrer à la maison, promener mon chien. J'y pense pas, tu vois. Il y a pas des objectifs de dingue, mais oui. Tu vois, il y a d'autres choses à faire dans la journée importantes, mais on n'y est pas. On fait la meilleure chose qu'on peut à l'instant T, tu vois, essayer de micro-couper ses objectifs. Et je trouve en vieillissant, enfin moi tu vois en vieillissant, c'est ce que j'applique de plus en plus, où je me dis chaque chose de la journée, si je le fais à moitié, bah je suis un peu comme lui au final. Ouais. J'ai l'impression que c'est peut-être le karma, ou on peut appeler ça comme on veut, mais je me dis que les choses elles vont pas se passer comme je veux après, tu vois. Ouais, c'est possible. Et ouais, je vois totalement. Possible. Mais je comprends le principe. Tu vois, donc ça c'est ce que j'ai retenu, tu vois, d'un top champion, c'est sa capacité à cloisonner finalement. En micro-objectif, je pense qu'il le fait pas toute l'année au quotidien, mais là surtout pour la gestion du stress. Pour la gestion du stress, tu vois. Avec les JO, ça te permet d'être focalisé, tu vois, sur l'instant présent. Et parce que le plus gros problème, c'est qu'est-ce qui va se passer demain, quoi. Si tu te mets à réfléchir à ça, et t'es aux Jeux Olympiques, t'es mal. Hein, parce que ce qui va se passer demain, c'est la finale, quoi. Ah ouais, tu vas c'est sûr. Tandis que ce qui se passe maintenant, c'est aussi important, parce que c'est l'entraînement d'avant la finale. Donc, on est dessus, quoi. Ouais, en fait, ça l'aide à, comme tu le dis, je pense, à être vraiment dans le moment présent, voilà, et être ancré. À évacuer une partie du stress. En tout cas, moi, c'est ce que je voudrais retenir. Enfin, c'est ce que j'ai retenu, même pour la vie en général. C'est ça. Et toi, tu l'as même appliqué après, dans ta vie quotidienne. Ouais, j'essaye. Ce qui est moins évident, mais après, voilà, il y a des gens qui ont cette aptitude. Hein. Si t'es champion olympique, c'est que t'as des aptitudes physiques et mentales exceptionnelles. C'est ça. D'où la construction du podcast pour aller voir l'état d'esprit des sportifs et des entrepreneurs, c'est intéressant. Et un côté très négatif ou des choses qui t'ont marqué mais qui t'ont appris aussi derrière, t'as des anecdotes dans le même style ou pas du tout? Pas aux Jeux Olympiques, mais tu vois, une fois on était. Le mauvais côté, c'est l'égocentrisme qui peut être excessif des sportifs de haut niveau, qui est à la fois leur force, parce que l'égocentrisme, c'est indispensable. Penser à soi avant de penser aux autres quand tu vas être champion olympique, c'est automatique. Puis pour accomplir quasiment n'importe quoi dans la vie, en fait, ouais. Il faut être focalisé sur soi. Parce que déjà, c'est pas un défaut, mais ça peut donner des profils particuliers. Je te donne un exemple qui m'est arrivé, je citerai pas le nom. On était en train de faire une séance, on était en déplacement, et tu vois, dans les sports d'hiver, on se déplace un peu avec notre salle de muscu dans le camion, et dans les hôtels, on pose tout. Ils ont l'habitude, ils nous laissent dans un coin du salon, on a les barres de muscu, enfin c'est un sketch, quoi. Ah ouais. On s'entraîne, ouais, c'est marrant dans les sports d'hiver. Ça, filmer, ça aurait dû, ça doit être drôle. Je filmais tout et c'était marrant sur les réseaux. Okay. Donc tu vois, t'es en train de faire tes squats au milieu du salon, les gens ils boivent un cocktail, ils sont hyper contents, les gens, parce qu'ils voient l'équipe nationale en train de s'entraîner, ils s'en foutent, ils sont au contraire, tu vois. Okay. C'est marrant à voir. Tu vois des mecs qui font des bondissements au milieu du salon, c'est hyper drôle. Faut prévenir l'hôtel, quoi, à chaque fois. Et l'hôtel, ils savent bien, ils ont l'habitude, et puis tout le monde joue le jeu et ça se passe très bien. Tout ça pour te dire qu'on déménage et on reménage le matos un peu tout le temps, quoi, parce qu'on laisse pas tout le bordel non plus partout. On le range après et puis on le ressort. Donc un jour, on finit la séance. Il fallait tout ranger à l'autre bout de l'hôtel, c'était chiant. Et c'était de la fonte, quoi, des barres de muscu, des poids, des haltères. Okay. Donc
comme plein de fois dans la vie, je dis ah bah tiens, en partant, si vous voulez bien, chopez-moi un poids chacun, et comme ça m'évite. J'en ai pas pour une demi-heure, quoi. J'en ai pour 3 minutes, et puis tout le monde prend un poids, ça coûte rien à personne. Et un athlète, il me dit ah non, là j'ai pas envie, puis c'est ton boulot. Fondamentalement, c'est vrai. Ça fait partie de mon travail. C'est du respect après vis-à-vis de toi. C'est même pas un manque de respect, très honnêtement. Tu trouves ? Non, je l'ai entendu. J'ai dit ouais, t'as raison. Et c'est vrai, il me rend un service ou il me le rend pas. Mais force est de constater que tu l'entends pas, c'est pas neutre. Moi, ça m'a marqué. C'est normal. J'en ai pas, ça m'a pas réveillé la nuit. Hein. Mais tu te dis ah ouais, quand même, t'es capable les yeux dans les yeux, parce que là pour le coup t'es pas derrière un écran. Hein. Tu vois, t'es dans les yeux de me dire non, mais là je vais pas le faire. Et finalement, ça me choque pas. Enfin, si ça me choque, mais je trouve que c'est pas déconnant, quoi. Ok. Parce que finalement, t'as aussi le courage de le dire. J'ai pas envie de te le trimballer ton poids, quoi. Tu vois. J'ai pas à le faire. Et là, aujourd'hui, je le fais pas. Donc, c'est à la fois courageux, honnête, mais énorme d'un point de vue de ta capacité à avoir peu d'empathie, finalement, vis-à-vis de ton entraîneur, quoi. Ouais. Donc voilà, ça, tu vois, c'est moins sympathique, mais peut-être tout aussi porteur de message, quoi. C'est vrai que la relation même avec le coach ou le prépa physique en général, ça doit être assez conflictuel aussi de temps en temps. Ça arrive, ouais. C'est assez rare hein, dans l'ensemble. J'ai pas de souvenir parce que moi j'ai jamais bossé dans le foot, j'ai jamais bossé dans les sports où les mecs en face c'est des millionnaires superstars, quoi. Même les athlètes, les top athlètes dans les sports individuels, si tu veux, c'est des anonymes quasiment, tu vois. Sauf Teddy Riner, je prends toujours cet exemple, parce que déjà, vu son physique, tu peux pas le louper. Oui, c'est sûr. Et à part ce type de personnes, les judokas, tu sais pas qui c'est, les skieurs, tu sais pas qui c'est. Puis je pense qu'ils sont bien entourés à cette échelle où les personnes, comment dire, elles vont pas s'amuser à être très conflictuelles avec leur entourage, tu vois, je pense. Je sais pas, j'ai jamais travaillé pour des superstars millionnaires, Ouais. donc je peux pas te dire. Mais de toute façon, si tu prends ton staff pour tes boniches, ça va pas marcher. Oui, c'est sûr. Même si tu les payes bien. Non, mais dans le principe, c'est... Ils sont là pour toi, d'accord, ils sont payés pour ça, mais si tu les traites mal, à mon avis, c'est pas viable. Que tu sois millionnaire ou que tu sois pas millionnaire. Je vois totalement, ouais. Ok. Voilà, deux anecdotes. Et tu disais, ça t'a pas réveillé la nuit. J'ai retenu ça. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a réveillé la nuit, du coup, dans ta carrière ? Qu'est-ce qui m'a réveillé la nuit ? À l'époque, j'avais un bon sommeil. Alors, il y avait pas grand-chose qui m'a réveillé la nuit. Mais des choses où tu vois, tu sais que des fois tu somnoles pour l'entrepreneuriat, on peut en parler. Moi, j'ai failli faire faillite 2 fois en 25 ans, quoi. Ok, ça c'est intéressant. D'un point de vue du business. C'est intéressant pour savoir comment t'as rebondi. Ça m'a réveillé la nuit, quoi. Quand tu vois en fait, un business, il y a souvent plusieurs piliers, tu vois, financiers. Tu gagnes un peu d'argent comme ça. T'as souvent 2-3 piliers. T'en as pas 50, quoi. Tu vois, et tu prends tes revenus de plusieurs univers, tu vois. Surtout dans ce secteur. Ouais, voilà. Moi, tu vois, j'avais des athlètes dans plusieurs sports, beaucoup, un peu moins, puis voilà. Donc, il y a un pilier qui saute, parce que des fois, ça arrive, hein, les athlètes arrêtent leur carrière, changent de staff, ça arrive. C'est tout ce qu'il y a de plus normal, mais enfin, n'empêche que quand tu as un pilier qui saute et tu perds 20% de tes revenus d'un claquement de doigts, bon, c'est que 20%. Mais quand tu vois qu'il y a un autre pilier qui est en train de branler, et puis l'autre aussi, là, tu te dis, ah ouais, si tout s'effondre en même temps, c'est banqueroute, quoi. Et du coup, à ce moment-là, tes 3 piliers, c'était lesquels ? C'était ça. J'avais des athlètes dans certains sports, des athlètes. Si tu veux, j'avais 3 pôles d'athlètes dans 3 sports différents qui me ramenaient des sommes d'argent pas égales, mais voilà. Et là, tu te dis ah oui, là c'est en train de partir en couille là. Ouais. Là, ça sent pas bon. Ah, il reste plus que ça finalement, ou c'est sûr. Ah oui, d'accord. Et là, tu te dis si ça, tu vois, tu vois bien l'effet domino qui peut se passer, quoi. Tu vois bien que ça peut basculer. Si ça bascule, t'es tout simplement en faillite, quoi. Au sens propre du terme, quoi. Je vois. Et ça t'est arrivé 2 fois, tu disais ? Ouais, 2 fois. 2 fois. Où j'ai senti que j'étais en danger financièrement, quoi. Et t'as fait comment ? T'as agi sur quel levier pour pouvoir rebondir au niveau business, pour le coup ? Ça m'a motivé à chaque fois à pas rester statique, quoi. Okay. À toujours prospecter, même quand c'est pérenne, quoi. Même quand tu gagnes beaucoup d'argent et que tu te dis tout va bien, prends toujours un petit peu de ton temps. C'est sûr moins que quand tu es en développement, hein, mais prends toujours un peu de ton temps pour, avoir un coup d'avance. Non, mais c'est vrai. Pour prospecter. C'est vrai. Parce que ce qui est pérenne, c'est pas dit que ça reste pérenne, quoi. Des gens qui font faillite alors qu'ils avaient un super business, il y en a, quoi. Il y en a plein. C'est ça.
il y en a plein les faillites, quoi. Tu vois. Et surtout dans ce secteur du sportif, parce que comme je te disais, je pense qu'on devient entrepreneur malgré nous, et après il y a une step qui se fait où soit on reste dans le secteur et on devient plus entrepreneur, ou soit il y a une step dans l'autre sens qui se fait et on arrête de bosser dans ce secteur. Et je me rappelle l'anecdote que tu viens de donner, elle est intéressante. J'avais un ami coach qui bossait et il travaillait sur Monaco. Il avait sa toute première cliente, 3 séances semaine, 110 €, donc ça lui fait plus d'un SMIC, avec juste une seule cliente. Et le jour où elle est partie en vacances, il était pas bien. Et je lui ai dit oui, il faut anticiper en fait. Faut anticiper ces moments-là parce que c'est client de la faillite, quoi. C'est ça. C'est comme quand ils appellent, tu vois, les baleines, où c'est, enfin, il ne faut pas qu'un seul gros client en fait dans le business. Non, enfin, moi, il y en a plein qui le font et des fois t'as pas le choix. Mais moi, ça serait la dernière chose à conseiller, quoi. Être le coach perso d'un millionnaire. C'est ça. Pour moi, ça serait. Ou après, à la rigueur, quand tu commences au début, que t'as rien, tu rien à fais perdre, pas la fine bouche et t'y vas. T'y vas, déjà c'est super. Mais bosser pour une personne, quoi. Waouh, la prise de risque que c'est, sachant qu'en un claquement de doigts, ça peut s'arrêter. C'est ça. Oui, il suffit qu'il ait malade, blessé, ça peut aller vite. Hein. Ou qu'il en ait marre. Hein, c'est ça aussi. Donc, moralité, comment j'ai fait ? J'ai toujours gardé une forte. J'ai toujours gardé à l'esprit que ça pouvait partir en cacahuète. Donc, je prospecte. Je le fais moins maintenant, mais je pense à ce que je pourrais faire qui me rapporte de l'argent, tout en étant dans mes valeurs, quoi, bien sûr. Ok. Et au niveau sportif, quand tu dis tu prospectes, pour les personnes qui sont dans ce secteur-là, qui nous écoutent, tu prospectes comment ? Alors oui, je te rappelle, c'était à une époque où il y avait pas les réseaux sociaux. Ouais, il y avait pas très peu. Si tu veux faire cette passerelle-là, du coup à l'époque sans les réseaux, et maintenant parce qu'il y a des gens qui vivent sans les réseaux aussi. Déjà, tu vois, tu pourrais te dire dans le cas de figure où t'es pérenne, t'es sur les réseaux et tu gagnes bien ta vie, t'aurais la possibilité de plus répondre aux commentaires. Parce que là sur la partie réseaux sociaux uniquement. Et que tu gagnes, imagine tu gagnes ta vie grâce au réseau. T'es coach en ligne. Ok. Et t'as plein de clients, t'es bien au bout d'un moment. Hein, tu vois. Rapidement, tu peux très bien gagner ta vie. Tu peux te dire, j'arrête de répondre aux commentaires parce que de toute façon je suis full. Je peux pas prendre d'autres clients. Oui, t'es full pour l'instant. Donc déjà, tu vois, ça serait la première erreur, ça serait d'arrêter d'entretenir une bonne relation avec tes futurs clients. C'est ça que je veux dire. Et ça, ce qui est bien, c'est que même si c'est digital, je pense que tous les points que tu vas me citer, on peut les transposer sur le physique au final, parce que c'est ce qui se passait plus ou moins dans les salles de sport. Ouais, c'est ça. Quand t'es coach en salle, c'est comme si t'arrêtes de donner des conseils gratuits en gros. Tu vois, moi, quand je suis à Lyon, je m'entraîne à Wellness. Je leur fais un coucou s'ils m'écoutent. Et il y a une grosse équipe de personal trainers qui tourne bien parce que c'est une clientèle qui a les moyens et tout. Mais ils sont tous pleins, mais tu les vois tous aller dire bonjour. Ils sont présents. Ils font le job, ils pensent pas qu'à leurs clients. C'est ça. Ils pensent aussi, ils s'occupent des autres, un tout petit peu. Mais voilà. Donc, quand tu as 1, 2, 3, 10 clients qui s'en vont, c'est pas si compliqué que ça après d'en retrouver parce que t'as pas écarté tous les autres, quoi. C'est ça. Alors virtuellement, ils pourraient le faire parce qu'ils sont pleins, tu vois. C'est ça. Ils le font pas. Donc, que ce soit en coaching physique ou en ligne, en clair, le message, c'est tu t'occupes des futurs clients, un petit peu. Oui, c'est ça. Tu maintiens le contact avec. Comme sur Instagram où tu as des personnes qui peuvent t'envoyer des messages. Tu réponds aux messages privés. Là, récemment, j'avais des personnes qui m'envoyaient des gros messages. Tu payes quelqu'un pour le faire. Ça, ouais. Si tu peux déléguer, totalement. C'est même le mieux à faire. Parce qu'il y a quand même un gros paquet de messages privés merdiques. Mais quand tu gagnes très bien ta vie, tu payes quelqu'un, un community manager, pour dégrossir tous les messages quand même merdiques. Où il n'y a pas à répondre parce que c'est merdique. Mais bref, tu entretiens une relation au moins minimale avec tes futurs clients. C'est ça. C'est ça le conseil que je peux donner. Et si demain un préparateur physique devait commencer, tu lui donnerais quoi comme conseil ? Il arrive dans le milieu. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Moi maintenant, c'est sûrement un conseil qui est voilé par ce que j'ai fait moi récemment, mais je lui dirais, il y a quand même peu de chances que tu arrives à percer. Bon, des contre-exemples, il y en a. On parlait de Wellness. La plupart, ils sont pas actifs sur les réseaux sociaux, ils y arrivent. Mais c'est un mauvais exemple parce qu'ils sont dans une niche économique protégée. Et c'est vrai qu'on n'était pas sur les réseaux sociaux à Wellness. Non, mais d'ailleurs, ils le sont toujours pas. Ou ils le sont d'une manière. Nous, on y avait été quand j'y étais. Anecdotique. C'est ça. Quand j'y étais, on avait commencé avec une autre personne qui s'appelle Kafa Endo. Je sais pas si tu connais. Non, moi, je suis arrivé après. Et du coup, on avait commencé à se mettre sur les réseaux sociaux. Ils rigolaient et au final, on a vu l'essor qu'ils prenaient. Et je pense que c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on est partis aussi tous les deux à un moment. Ouais. Et il y a eu Thibaut, tout ça, qui ont pris le relais Wellness.
Mais c'est vrai que s'ils y étaient plus, je pense qu'ils auraient encore plus de clients et moins de soucis. Après, quand t'es plein, si, tu vois, il faut pas non plus chercher. Ça sert à rien de sursaturer pour délivrer de la mauvaise qualité. Je dis juste que occupe-toi de tes clients à l'endroit où ils sont. Voilà. C'est ça. Si c'est en vrai dans ta salle VIP, occupe-toi des autres VIP qui sont pas tes clients, parce que déjà c'est sympa. Et c'est toujours des bons feelings. C'est sûr. Et le jour où tes clients te quittent ou changent de ville ou je ne sais quoi ou arrêtent, eh ben t'as tous tes clients. Alors, si c'est en vrai, c'est tes clients-là. Voilà, occupe-toi de tes clients dans l'endroit où t'es, quoi. Ok. De tes futurs clients. Et pour le commencement d'un préparateur physique, tu penses tu lui dirais de s'adresser directement Je lui dirais que s'il veut se lancer, s'il a 22 ou 23 ans, tu vois, après ses études, après son master à la fac, s'il veut se lancer sans les réseaux sociaux, je pense qu'il va galérer, quoi. Compliqué. Ouais. Alors, t'as toujours des cas de figure, voilà, mais c'est, à mon avis, réussir dans quelque secteur que ce soit à l'heure actuelle, sans jouer le jeu des réseaux, je le sens. Même un minima de créer une image, ça devient obligatoire. Ouais. Il me semble qu'il y a personne qui va pas ouvrir son Instagram pour voir qui t'es. C'est ça. Ou Google. D'ailleurs, j'avais refait des cartes de visite à une époque, il y a 4-5 ans. Papier? Ouais. Et j'étais tout content en plus, je les avais bien fait. C'était belle. Ouais, c'est ça. Et au final, en fait, je donnais mon Instagram. Voilà. Et c'était bien parce que du coup, c'est une carte de visite plus interactive où ça entretient si tu mets des contenus. Voilà. Je me rappelle, je mettais des stories avec les personnes que je coachais. C'était tu vois, finalement, ça reste. C'est un bon exemple que tu dis. Les réseaux sociaux, Instagram, TikTok ou celui que tu veux. Oui. Ça reste une carte de visite virtuelle, animée en plus, animée et vivante. Par opposition à une carte de visite en papier qui finalement va finir à la poubelle ou en marque-page, quoi. Ouais, c'est ça. Puis on sait pas où les mettre en plus. C'est compliqué. Donc le conseil que je lui donnerais, c'est tu peux réussir sans, mais je le sens, ça va être compliqué, je pense. Si tu joues pas le jeu de 2023-24. Ouais, donc plus jouer le jeu des réseaux sociaux et après essayer de prospecter via ça. Et après, le présentiel fonctionne encore. Moi, c'est ce que je me tue à dire aux personnes où, quand tu commences, t'as pas de client déjà, tu contactes ton entourage quand tu lances une activité et t'arrives à trouver. Le commencement. Et le commencement, c'est ton réseau personnel. C'est ça. C'est le plus gros réseau que t'as dès le début. Voilà, c'est le seul et le plus gros. Et après, voilà. Mais bon, ton réseau proche, c'est pas non plus évident. À moins d'avoir, voilà, tu vis dans une famille, une grande famille, ou tu vis dans une famille, pareil. Si t'es né dans une famille d'entrepreneurs, le réseau de tes parents, c'est des gens qui ont de l'argent. Donc c'est toujours un facteur chance, comme on le disait aussi. Là, tu peux rien. Si t'es né dans un environnement facilitant, tant mieux pour toi. Je veux dire. C'est sûr. Et si t'es né d'une famille modeste et que tu veux vendre des choses chères, ça va être compliqué ton réseau perso. Tu vois. Mais par contre, les réseaux sociaux, ils sont open à faire du high ticket. Ouais, et que tu sois riche ou pauvre au départ. Parce que t'as besoin d'un téléphone, c'est tout. C'est ça, c'est vrai. Au modo. Et est-ce que tu peux nous parler de comment tu fonctionnes aujourd'hui, parce que du coup tu vis quasiment que en ligne, comme tu me disais. Comment tu fonctionnes là sur le point de vue business pour avoir des nouvelles personnes. Après, si tu veux, s'il y a des stratégies que tu veux pas dire, y a pas de souci. Mais avoir des nouvelles personnes, comment tu vends tes formations, comment ça se passe exactement, ce que tu délivres aujourd'hui? Moi, je pars du principe que je donne beaucoup de contenu gratuit presque quotidiennement. Et je vends jamais rien en flux tendu, tu vois. C'est-à-dire que là, si tu vas sur mon Instagram, le seul lien cliquable que tu as, c'est pour ma newsletter, pour t'abonner à ma newsletter et recevoir une fois par semaine du contenu. J'avais vu, Je vends rien, tu vois. Donc, pendant plusieurs semaines, je vends rien et je donne du contenu gratuit. Et périodiquement, je vends un produit ou je relance l'ouverture d'une formation en ligne. Périodiquement, souvent sur 3 jours. À ce moment-là, t'achètes ou t'achètes pas. Et après, c'est refermé. Voilà. Ok, tu mets un nombre de places limitées et un nombre de temps, une durée limitée pour acheter chacun des produits. Mais pas un nombre de places limitées du coup. Ça dépend ce que c'est. Si c'est du coaching, oui, il y a un nombre de places limité. Si c'est, je vends une formation sans coaching ou je lance une nouvelle formation, là, c'est différent. Ça dépend le produit. Mais moi, mon principe, c'est, j'emmerde pas les gens tous les jours avec de la vente. Tous les jours, je leur donne. Et de temps en temps, je demande un retour sur investissement en vendant quelque chose. Et il y a une petite fraction des gens qui me suivent qui vont l'acheter. Parce que les gens sont pas des robots, quoi. Oui, c'est sûr. Si tu les aides au quotidien gratuitement, quand tu vas vendre un truc, je pense qu'il y a plein de gens qui achètent sans consommer, qui achètent juste pour te soutenir, quand c'est pas des produits trop chers. Oui, c'est sûr. Après, t'as la valeur perçue de la personne et si tu délivres du contenu de haute qualité à chaque fois. Donc voilà, moi mon principe c'est tu donnes et de temps en temps
tu demandes. Ouais, mais faut le dire. Et parce que c'est ce que tu fais. Hein. Enfin, tu demandes, tu vends quelque chose. Et il y a une petite fraction des gens qui te suivent au quotidien qui vont acheter. Et si la petite fraction, c'est sur un gros nombre de bases, ça fait de l'argent, quoi, tout simplement. Forcément, après, c'est des pourcentages. Tu as des chiffres clés. Comme c'est un business classique, hein, de toute façon. Ok. Et à l'intérieur, du coup, tu disais, tu fais un accompagnement. C'est plus un accompagnement, du coup, quand tu vends du coaching. Ouais, c'est un accompagnement en ligne. Hein. Typiquement, c'est du coaching sur WhatsApp. Ok, donc tu fais encore du coaching. Et là, c'est pour plus des personnes lambda. Non, des pros. Ouais, c'est pour des pros. Par exemple, tu vois, je vends une formation sur l'entraînement au féminin. Voilà, un exemple. J'ai une formation qui s'appelle Wonder Woman, c'est l'entraînement au féminin. Par exemple, comment arriver à entraîner en tenant compte du cycle menstruel. Voilà, typiquement. Très bien. Ouais. La formation, c'est ça le contenu que tu achètes. Si j'y adosse du coaching, pendant un mois, tu as ta formation en ligne que tu gardes pour toujours. Et pendant un mois, on travaille ensemble sur la bonne compréhension de cette formation. En clair, c'est question-réponse. Ok. Et du coup, oui, quand tu proposes un accompagnement, tu coaches ces personnes-là, mais c'est une sorte d'upsell en fait que tu mets pour un accompagnement en plus de la formation, ou c'est compris dedans? Ça dépend. Des fois, c'est en plus, c'est-à-dire tu peux acheter la formation sans le coaching, ou des fois c'est un pack. Ok. C'est comme un peu une promotion. Tu as la formation et tu as en plus, si tu l'achètes, un mois de coaching. Ok. Ça dépend, mais souvent c'est ça. Donc c'est super intéressant parce qu'en soi c'est très simple au final. Ah ouais, moi, c'est même moins compliqué que ce que tu faisais avant le modèle en ligne en fait. Pour moi, ce qui est important, c'est que ça soit minimaliste, simple à gérer. Parce que déjà, je travaille. Le plus que j'ai eu, c'est 2 personnes qui m'aident de prestat, hein, pas des salariés. Et c'est ce que j'allais dire aujourd'hui. T'as des gens aussi qui t'aident? J'ai une personne. J'en ai eu 2. Enfin, sur quel rôle? Qui gèrent un peu l'écriture des pages de vente, le marketing, la gestion de l'espace client. Voilà, qui gère cette partie-là. Et la seconde personne que j'ai plus, mais que j'ai eu pendant presque un an, c'était une community manager qui m'a aidé à comprendre aussi un peu mieux les réseaux sociaux et qui m'a aidé à progresser. Okay. Donc tu vois, j'ai eu 2 prestats maximum. Donc tu vois, moi, je n'ai pas de velléité d'avoir une entreprise avec des salariés. Parce que déjà, il faut gagner beaucoup d'argent pour pouvoir payer des gens. Oui, à moins que tu défiscalises. Même, je veux dire, à un moment donné, si tu veux donner 2 000 € net par mois à quelqu'un, il faut 4 000 que ça te coûte, encaisser, c'est 50 000 par an en masse salariale. C'est sûr. Donc, tu vois, tu veux donner 2 000, je vais vite, hein, je compte vite. Tu veux donner 2 000 € salariés à quelqu'un, tu as déjà 50 000 qui dégagent de ton chiffre d'affaires. Donc, si tu gagnes 300 000 €, tout va bien. Oui, c'est ça. Si tu en gagnes 50 000, tu gagnes plus de sous. Si tu en gagnes 100 000, il t'en reste plus que 50 000 pour toi, quoi. Ça veut dire que tu gagnes pas plus que ça. Après, tout dépend en fait si tu arrives à recruter quelqu'un et que ça te permet de dupliquer plus. Mais si tu dupliques pas plus, à un moment donné, il y a tout bêtement ça, quoi. Puis la question, c'est des fois, les entrepreneurs, ils te disent, ah oui, mais moi, il faut que je gagne de l'argent parce que j'ai des salariés à payer. Mais fondamentalement, tu cherches une solution à un problème que tu as créé, quoi. C'est-à-dire, si tu as trop de salariés, c'est que tu as mal géré ce que tu pensais être ton équipe. Ok. Donc c'est aussi simple que ça, quoi. C'est-à-dire, tu prends un salarié pour essayer de faire grossir ton business, mais si ça fonctionne pas, c'est juste que ton business il a pas le potentiel, ou que le salarié est inutile, pas parce qu'il est pas bon, parce qu'il y a rien à faire croître, quoi. Donc tu vois, après c'est les mauvaises façons de penser, quoi. C'est sûr. C'est pas évident, du moins. C'est sûr. Et tu penses que tu peux Là, tu disais les objectifs, on n'a pas trop au final. Non. Même de faire grandir, ou pourquoi pas même faire des formations en présentiel, des choses comme ça. Après, c'est comme les opportunités se présentent, quoi. Tu laisses. Ouais, c'est-à-dire je fais des choses. Évidemment que je fais des choses. Tu vois, j'ai créé une nouvelle formation que j'ai lancée il y a 3 semaines. Voilà, c'était une nouvelle formation. Voilà, bien sûr qu'il y avait un projet. C'est sûr. Mais voilà, maintenant, elle est terminée cette formation. Je pense à la prochaine, mais ça reste du très court terme, tu vois. Ok. Tu refonctionnes avec les microcycles et tu laisses les objectifs se mettre en place. Ouais. Ok, très intéressant. Pour terminer, vu que le nom du podcast c'est au-delà des apparences, pour aller au-delà des apparences surtout d'Olivier du coup, est-ce que tu aurais 3 points à donner aux personnes qui entreprennent pour pouvoir réussir ou avoir un parcours plus ou moins identique au tien? Est-ce que tu as 3 points clés que tu aurais au niveau pro ou perso à conseiller, ou des traits de caractère, des choses à mettre en place? Le premier conseil à donner, c'est que l'entrepreneuriat, c'est devenu vachement à la mode, tu vois. C'est vrai. Mais c'est pas une obligation. C'est vrai. Et ce que je veux dire aux gens, c'est que
Si vous vous posez la question, être salarié, rester salarié ou passer de l'autre côté et être à son compte, soyez tout à fait honnête vis-à-vis de vous-même, tu vois. C'est introspectif. Est-ce que t'es réellement câblé pour justement gérer le stress de est-ce que je vais gagner ma vie pendant des mois, des années ou toute une vie, tu vois. Si tu peux pas le gérer, ça fait pas de toi un gros loser. C'est juste que t'es fait pour le salariat et tu peux t'éclater dans le salariat, tu peux gagner beaucoup d'argent dans le salariat aussi. Et c'est OK. Donc, le conseil que je peux donner, c'est identifie vraiment si tu es câblé pour être à ton compte. C'est ça que ça veut dire. Je vois tout à fait. Si tu l'es pas, c'est pas grave. Et tu penses pas que les personnes, je vois totalement, je pense totalement je suis d'accord avec toi. Tu penses pas qu'il y a des personnes qui peuvent justement progresser à force quand même d'essayer ? Bien sûr que si. Si, c'est sûr. On peut tout forcer. Mais si c'est pas un trait de ton caractère, ça va être coûteux. Voilà, c'est ce que je veux te dire. Ouais. C'est que si tu dois en permanence te battre avec toi-même pour y arriver, c'est possible, mais ça va te coûter beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et ta santé risque d'en pâtir. Je vois tout à fait. Ça demande beaucoup plus d'efforts si t'es un poisson, au quotidien. Tu vas dans l'eau. Mais si ce même poisson, d'un coup, il veut à tout prix grimper en haut de l'arbre, peut-être qu'il va y arriver, hein, mais ça va être dur. Hein. Ouais, le temps de s'adapter, il faudra les cycles d'adaptation du monde, quoi, en gros. C'est ça. Ok. Voilà, t'es un poisson, tu vas dans l'eau et c'est cool. T'es un chien, tu vas sur terre et c'est cool, quoi. Voilà, top. D'autres points en tête ou pas du tout ? C'était un autre point. Ouais, savoir que, quand même, qu'on le veuille ou non, même ceux qui réussissent et qui gagnent bien leur vie, c'est quand même l'entrepreneuriat, je trouve, un quotidien exaltant, mais lourd de responsabilité aussi. Ouais, lourd de responsabilité et lourd de choix. Parce que les gens se disent, au début, je gagne pas de sous, mon objectif c'est d'en gagner. Puis au bout d'un moment, si tu as les compétences et l'opportunité d'y arriver, tu peux gagner effectivement beaucoup d'argent. Et là, le piège, c'est que quand on gagne beaucoup, eh ben, tu es presque aussi emmerdé que quand on gagnait peu. Parce que les problèmes que tu as avec des gros revenus sont réels, quoi. Oui. C'est-à-dire, si tu te prends un contrôle fiscal quand tu gagnes 20 000 euros par an, c'est pas grave. Non, tu gagnes 200 000 ou 2 millions et que tu as fait des conneries de toute bonne foi, des fois, tu vois. Oui, c'est vrai. Et que donc, en fait, tu as des soucis, même quand tu fais plein de sous, quoi. C'est chiant, quoi. Non, mais c'est vrai. Ce que je veux te dire, c'est le deuxième point, c'est que tu n'es jamais tranquille. C'est ça. Donc, ça rejoint le point précédent. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de le supporter, ça va être compliqué. Puis au final, pour moi, je trouve l'entrepreneuriat, ça se résume à savoir résoudre des problèmes, en fait. Ouais, voilà. À terme, c'est toujours, comme tu le disais, faut être un peu sur le qui-vive. Ouais. Des fois, tu vas avoir du stress. C'est toi d'être serein, quoi. C'est ça. C'est difficile d'être serein. Donc, ça convient à une fraction de la population, je pense, pas si élevée que ça. Et le Covid, le do-it-yourself et compagnie a rendu l'entrepreneuriat vachement sexy. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui vont se manger la porte parce qu'ils sont juste pas, c'est juste des poissons, quoi. En fait, tu penses qu'ils sont pas au bon endroit, en fait. Ils voient pas ce que c'est et ils voient pas ce qu'ils sont, tu vois. Ça donne une image super cool. C'est moins vrai maintenant. C'est comme à une époque, tu vois, monter une start-up, c'était le coolissime du truc, quoi. C'est vrai qu'on en parle moins. Ouais, on en parle moins, tu vois. Une start-up, t'as l'impression que c'était incroyable. C'est incroyable pour pour qui c'est incroyable, quoi. Oui, après, ça parle à chacun. Vois, mais maintenant, c'est un peu le modèle des business infopreneurs où t'es tout seul et c'est super cool. Ouais, c'est super cool, mais pour celui pour qui c'est super cool, quoi. Puis, plein de gens, t'es isolé, t'es tout seul, tu sais pas quoi faire, t'es dans la merde. Hein. Puis il faut passer à l'action aussi. C'est comme tu le dis, en fait, même si tu fais dans ton profil où tu fais des passages à l'action sur des microcycles, tu passes à l'action quand même. Bah donc oui. à terme, forcément, tu vas avoir des opportunités qui vont graviter. Et plus t'es exposé, plus tu fonctionnes, plus tu vas avoir des opportunités. Ouais. Voilà les 3 conseils que je peux donner. Donc finalement, c'est pas pour refroidir les gens. C'est juste, attention, c'est super cool, tu vis des trucs exceptionnels. C'est vrai. Mais le prix à payer est tout aussi proportionnel. Voilà, c'est ce que je veux dire. Puis ça va être dur et il faut s'accrocher, en fait. Ça va être dur. C'est vraiment ce qu'il faut savoir. Si c'était facile, ça serait. Tout le monde le ferait. Enfin, tout le monde essaye de le faire, du coup, mais en oubliant que arrive, c'est difficile, ouais. Très peu de gens y arrivent. Ok. Merci beaucoup pour ce podcast. C'était un plaisir. C'était un plaisir aussi pour ceux qui nous écoutent. Si vous voulez mettre des notes ou liker, partager à vos amis, n'hésitez pas. Et pour aller toujours au-delà des apparences, merci de nous écouter et je vous dis à très vite. Salut. Bye bye.